Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année avec une voix de saison pour faire le point sur les actualités de marché. D'abord, on fera le point sur les performances boursières de 2025 qui ont de nouveau été absolument excellentes, avec un ETF Monde qui a gagné près de 20% et certains marchés, notamment en Europe, qui ont été gagnés près de 45%. Ensuite, on reparlera de la bulle potentielle de l'intelligence artificielle et on fera un zoom sur le cas d'Oracle, une société du top 15 du S&P 500 qui accumule une montagne de dettes pour financer les investissements nécessaires à l'intelligence artificielle. Ensuite, on parlera de MicroStrategy, une société qui potentiellement peut permettre de miser sur le Bitcoin. On verra concrètement ce que ça donne. On parlera aussi de Total Energy qui est désormais coté à New York. On parlera de la hausse des prélèvements sociaux en France et donc notamment la hausse de la flat tax. Et ensuite, en Belgique, on fera un petit point sur les 300 milliards d'euros actuellement déposés sur les comptes d'épargne. Allez, c'est parti. Performance des bourses en 2025 exprimée en monnaie locale. On voit qu'on a l'Espagne qui a gagné 44%, qui est l'un des meilleurs marchés du continent européen en 2025. On a la Chine, le Japon qui ont été absolument excellents sur 2025 également. Et de manière générale, on le voit, la quasi-intégralité des marchés sont en positif. J'ai repris la performance de l'ETF Monde à 18,7%, l'Eurostoxx 50 à 16%, le S&P 500 à 16% également, le CAC 40 à 8,60%, le DAX qui est à 21%. Donc en fait, de manière globale, vous avez effectivement de grandes différences de performance entre les bourses internationales, mais fondamentalement, elles sont quasiment toutes en positif et très largement en positif. Parce que même un CAC 40 ou un AEX hollandais qui ont fait 7 ou 8%, ça reste une excellente performance. Donc en fait, on a vraiment des bourses qui ont super bien performé malgré toutes les actualités potentiellement risquées pour les marchés qui étaient en présence en 2025. Remarquez que ces performances excellentes sont exprimées en monnaie locale. C'est un petit aparté que je fais. Vous allez parfois voir ces performances exprimées en dollars et ça fait une vraie différence. À titre d'exemple, la performance de la Suisse est de 11% en francs suisses en 2025, mais si vous l'exprimiez en dollars, vous seriez à plus 28% parce que le dollar a perdu 15% de valeur par rapport au franc suisse, ou à l'inverse, le franc suisse a gagné 15% par rapport au dollar, et donc exprimé en dollars, quelqu'un qui serait un investisseur américain qui aurait vendu des dollars pour acheter des francs suisses, pour acheter des actions suisses, aurait gagné 11% par la hausse de valeur en francs suisses, plus les 15% d'appréciation du franc suisse. Donc, il serait autour de 28% de performance cette année. Donc, les performances exprimées en monnaie locale, ça me paraît être la chose la plus pertinente pour juger de l'évolution des bourses. Excellente année de nouveau en 2025. Parlons maintenant d'Oracle, une montagne d'incertitudes et de dettes à supporter. Comme on le voit ici, début décembre 2025, Oracle a publié ses résultats trimestriels et l'action a perdu près de 15% à la suite de cette publication. Si on dézoome un petit peu, on voit malgré tout que la performance de l'action Oracle est absolument excellente, puisque en fait, elle fait partie de tout l'engouement concernant l'intelligence artificielle dont on va parler maintenant. Mais fondamentalement, on sent qu'il commence à y avoir du stress sur les actions liées à l'intelligence artificielle et on va voir un petit peu plus en détail pourquoi. D'abord, Oracle fait partie d'un contrat absolument titanesque qui s'appelle Stargate, qui est un contrat qui a été annoncé à la Maison-Blanche début 2025, qui regroupe principalement Oracle, OpenAI, la société qui gère ChatGPT, SoftBank, mais aussi quelques autres sociétés qui forment ensemble un consortium d'entreprises dont le but est de construire les infrastructures nécessaires, et notamment les data centers, nécessaires au développement de l'IA aux États-Unis. Oracle, dans le cadre de ce contrat Stargate, s'est engagé à construire 5 giga data centers aux États-Unis, dont le premier est en construction au Texas. Et Oracle s'est engagé à les construire avec comme client OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT. Et on le voit ici, Oracle s'est engagé à construire plusieurs data centers pour OpenAI. OpenAI s'est engagé à dépenser autour de 300 milliards de dollars pour louer les serveurs qui auront été construits par Oracle. 300 milliards de dollars. Il faut savoir que OpenAI, ChatGPT aujourd'hui, est une société qui est en perte. On le voit ici en bas. Premier semestre 2025, OpenAI a enregistré une perte nette de 13 milliards de dollars.
Année 2024, les pertes annuelles d'OpenAI étaient estimées à 5 milliards. Donc en fait, OpenAI, ChatGPT, c'est une société qui perd de l'argent de manière importante. Et dans le même temps, elle s'engage à investir 300 milliards pour louer des serveurs d'Oracle alors qu'elle-même est une société en perte. Donc en fait, on voit qu'on prend des engagements colossaux sur des choses qui sont futures, qui sont prospectives, qui sont imaginées. On s'imagine que l'impact de l'intelligence artificielle va être massif et que donc ça va générer énormément d'argent, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ça génère des pertes et des cash flows négatifs. De plus, on a une interconnexion forte entre les sociétés qui sont dans la sphère de l'intelligence artificielle aux États-Unis. On voit ici sur ce schéma NVIDIA au centre, puisqu'en fait tout le monde a besoin des puces d'NVIDIA pour le développement de l'intelligence artificielle. Et en gros acteurs, on a également OpenAI, Oracle, Microsoft et AMD. Donc en fait, tout ce petit monde est interconnecté. Par exemple, Oracle dépense des dizaines de milliards pour acheter des puces à NVIDIA. NVIDIA s'est engagé à investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, dans ChatGPT. Et en même temps, OpenAI s'engage à investir ou à dépenser jusqu'à 300 milliards pour louer des data centers créés par Oracle. Donc tout ce petit monde était un peu interconnecté et on l'a vu sur des activités qui aujourd'hui sont en perte, en tout cas en ce qui concerne l'intelligence artificielle pure. Concernant Oracle, c'est une montagne d'investissement, puisqu'on voit ici à gauche l'évolution des dépenses d'investissement d'Oracle qui ont littéralement explosé et qui vont atteindre 50 milliards de dollars en 2025 sur l'exercice 2025-2026. Avec à droite une société Oracle qui génère des bénéfices, c'est la ligne noire, mais en rouge, le free cash flow d'Oracle est très largement négatif à cause de ces investissements. Et donc, comme je le disais, OpenAI est une société qui est en perte. Et donc, est-ce que Oracle fait tous ces investissements à bon escient? Est-ce que effectivement l'intelligence artificielle va devenir rentable et rentable pour ChatGPT, d'accord, puisqu'il y a évidemment plein de concurrence dans le secteur aujourd'hui. Et donc, ça crée une grosse incertitude parce que les engagements d'Oracle deviennent massifs. La dette d'Oracle aujourd'hui est de 100 milliards de dollars. Donc, vous avez 100 milliards de dollars. Vous avez un engagement d'OpenAI de 300 milliards, mais OpenAI est une société en perte qui n'attend pas d'être en gain avant 2029. Donc, que vaut cet engagement? Par conséquent, il y a du stress sur l'action Oracle, mais aussi sur la dette Oracle, puisque je vous dis qu'ils ont 100 milliards de dettes. Eh bien, si on voit ce que font ce qu'on appelle les credit default swaps, dont on n'avait plus parlé depuis un petit moment sur les marchés, et je vais vous réexpliquer un petit peu ce que c'est. Eh bien, le prix des credit default swaps sur Oracle a explosé récemment sur les marchés, ce qui est en fait le signe du doute des investisseurs sur la capacité d'Oracle à assumer ses engagements dans le cadre de ces dettes qui ont notamment été levées sur les marchés via des obligations. Un credit default swap, c'est quoi? C'est simplement une assurance sur le défaut d'une contrepartie. Donc typiquement, vous avez une obligation Oracle et puis à un moment donné, vous doutez un petit peu et plutôt que de la vendre, ce qui est une option, vous pouvez aussi acheter un credit default swap pour couvrir le risque qu'Oracle ne vous rembourse pas sur cette obligation. Donc en fait, la hausse de ce credit default swap, c'est la démonstration que le marché s'inquiète de la capacité d'Oracle à rembourser ses dettes, autrement dit à faire faillite. Okay, donc beaucoup d'incertitudes sur l'IA et je pense que ça explique pas mal ce qui se passe actuellement et les gens qui parlent de bulles, notamment Michael Burry, on en a parlé le mois passé, et les tensions qu'il peut y avoir sur les marchés, notamment sur les valorisations des sociétés américaines liées à l'IA, puisque aujourd'hui, c'est bien de vendre ou de rendre des services d'IA disponibles à la population, mais il faut le monétiser puisqu'en finance, ce que vous ne vendez pas n'a pas de valeur. Donc c'est le risque autour d'Oracle. Je trouve que c'était un point très intéressant à faire. Sujet suivant, MicroStrategy, société américaine qui détient 650 000 bitcoins pour une valeur actuelle estimée entre 55 et 60 milliards de dollars. MicroStrategy est une société qui est cotée à la bourse de New York, donc vous pourriez investir dans l'action et j'aimerais faire un petit peu le point sur ces sociétés qui sont ce qu'on appelle parfois des proxys, des approximations pour investir dans un autre actif. Ici, investir dans MicroStrategy pour investir dans le Bitcoin puisque c'est un énorme détenteur de Bitcoin. Performance boursière de l'année écoulée, en jaune pour le Bitcoin, moins 20%, en bleu pour MicroStrategy, moins 58%.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis un an, eh bien, vous avez un découplage entre la performance du Bitcoin et de MicroStrategy, qui a pourtant comme actif principal du Bitcoin. Donc en fait, vous devriez avoir une corrélation quasiment parfaite, et ce n'est pas ce qu'on observe. Si on prend un petit peu de recul, à 5 ans, en bleu, vous avez MicroStrategy et en jaune, le Bitcoin. Donc on a un peu l'inverse. En fait, MicroStrategy avait pris de l'avance sur le Bitcoin et s'était découplé début 2024 de l'évolution de prix du Bitcoin. Ça arrive notamment lorsque vous avez une hype qui est liée à la presse, liée à l'action en elle-même, et des gens qui veulent utiliser une sorte d'effet de levier pour investir sur du Bitcoin, notamment parce que dans MicroStrategy, vous avez un petit peu de crédit, de dette bancaire, et donc ça fait un effet de levier sur l'investissement en Bitcoin. Mais on voit, on a un découplage. Donc en fait, pour moi, c'est une manière, mais spéculative, de miser sur le Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin va fortement monter, probablement que MicroStrategy va surperformer le Bitcoin. Par contre, vous ne savez jamais vraiment quand le découplage va avoir lieu et dans quel sens. Ici, sur 5 ans, le découplage est en faveur de MicroStrategy, mais sur un an, il est complètement en défaveur de MicroStrategy. Donc en fait, Strategy est un proxy, une approximation qui est imparfaite. Je voulais faire le parallèle avec d'autres marchés où on pourrait vouloir faire la même chose, et par exemple le marché immobilier, acheter des actions de sociétés immobilières cotées en bourse. Vous voyez ici la performance d'un ETF qui investit uniquement dans des actions de sociétés immobilières cotées en bourse. Et vous voyez qu'entre mi-2021 et début 2023, ces actions immobilières cotées en bourse ont perdu 48% de valeur. Or, on sait très bien que le marché immobilier dans l'ensemble en Europe n'a jamais perdu 48% de valeur. Donc à nouveau, acheter des sociétés immobilières cotées en pensant que c'est comme acheter de l'immobilier physique, ce n'est pas vrai. On le voit ici très clairement. J'ai quand même vérifié pour avoir un ordre de grandeur et j'ai été chercher l'estimation la plus plausible entre 2021 et 2023 en Europe des prix de l'immobilier. Pour le résidentiel, on est probablement à une hausse entre 5 et 15% au niveau de l'Europe sur cette période. Et pour l'ensemble immobilier, c'est-à-dire le marché résidentiel, commercial, de bureaux, la variation était probablement faible, voire nulle dans l'ensemble. Donc en fait, jamais entre 2021 et 2023, vous avez perdu 48% de valeur sur l'immobilier physique. Mais en achetant des sociétés immobilières cotées en bourse, c'est ce que vous avez vécu. Autre exemple, l'or. Vous avez en rouge la performance de l'or depuis 2019 et en bleu la performance des sociétés qui font de l'extraction minière d'or. Et vous voyez qu'ici, vous avez aussi un découplage qui s'est fait. Pendant longtemps, c'est resté assez neutre. Maintenant, vous avez un découplage qui se fait en faveur des actions. Mais ce découplage, comme on l'a vu plus tôt, il peut se faire maintenant à l'inverse. Donc en fait, on ne sait jamais. Et la seule chose qu'on sait par contre, c'est qu'on a l'incertitude. Est-ce que l'actif qu'on achète pour miser indirectement sur l'actif sous-jacent va bien faire le travail ou pas? Est-ce qu'il va sur- ou sous-performer? En réalité, c'est une source d'incertitude et je voulais l'illustrer avec ces 3 exemples-là. Sujet suivant, Total Energy est désormais coté à la bourse de New York. Total Energy est une société française cotée à Paris et qui maintenant a une deuxième cotation d'actions ordinaires à New York qui sont cotées en dollars. En réalité, ce sont exactement les mêmes actions, mais vous les achetez dans une monnaie différente. La raison pourquoi Total Energy désire être coté à New York, c'est d'abord parce qu'il y a une part croissante de son actionnariat actuel qui est américain, donc ça permet de se rapprocher des actionnaires qui sont de plus en plus présents dans l'actionnariat de Total. Et ensuite parce que les sociétés pétrolières cotées aux États-Unis sont mieux pricées, sont mieux cotées qu'en Europe. Et donc Total a l'espoir que ça fasse monter le prix de son action puisque les investisseurs américains vont comparer la valeur de Total en termes de ratio financier avec celle des autres sociétés pétrolières américaines cotées aux États-Unis et donc pourraient faire un rattrapage de l'action Total. Pour vous en tant qu'investisseur, est-ce que vous devriez acheter plutôt l'action à New York ou à Paris? Si vous n'avez pas de dollars sur votre compte, achetez-la clairement à Paris. Vous n'avez aucun avantage à acheter l'action Total à New York plutôt qu'à Paris. Vous n'avez a priori que des désavantages. Et en termes de traitement fiscal, ça va être exactement la même chose, peut-être même un petit peu plus complexe si vous achetez les actions aux États-Unis. Donc pour nous, en fait, aucun intérêt de s'intéresser à ces actions cotées à New York. Sujet suivant, rapidement, excès de confiance sur les marchés.
je suis tombé sur ce graphique qui nous montre le PE ratio, c'est-à-dire le price earnings, le ratio prix sur bénéfice des sociétés du S&P 500, comparé à leur performance des actions du S&P 500 sur les 10 années suivantes. Et on voit que lorsqu'on observe l'histoire, lorsque au niveau actuel, lorsqu'on a des actions du S&P 500 qui cotent à plus ou moins 22 fois leurs bénéfices, eh bien la performance annualisée sur les 10 ans qui suivent, elle est généralement autour de 0%. D'accord? Donc vous avez un lien entre le prix que vous payez pour acheter des actions du S&P 500 et la performance future. Donc je vous mets ça pour information. Le marché américain est cher, historiquement parlant. Peut-être que cette cherté est justifiée, peut-être pas, mais historiquement, quand vous payez ce prix-là pour des actions du S&P 500, c'est 0% de performance sur les 10 ans qui suivent. Autre aspect qui montre l'excès de confiance sur les marchés, c'est le pourcentage d'obligations détenues dans les portefeuilles. Et on voit que depuis 2011, après le crash des subprimes, la crise de la dette grecque, où on avait beaucoup d'obligations dans les portefeuilles, on en a de moins en moins parce que le marché action performe super bien et donc les gens prennent confiance et se disent j'ai plus besoin d'obligations parce qu'en fait les marchés actions performent tellement bien, on ne va pas s'embêter avec ça. Et donc c'est plutôt un mauvais signe. Puisqu'en fait, lorsque les crises commencent, c'est-à-dire en l'an 2000, en l'an 2007, eh bien, on avait aussi des niveaux d'obligations dans les portefeuilles qui étaient faibles. Simplement, ça traduit un excès de confiance en faveur des actions. Donc, je vous mets ça comme ça, food for thought, comme on dit, en même temps que le niveau de valorisation des actions américaines. Sujet suivant, hausse des impôts en France, la charge fiscale augmente. En France, on le sait, il y a beaucoup de discussions sur les budgets. Eh bien, les prélèvements sociaux ont augmenté ou vont augmenter de 17,20 à 18,6%. Ça concerne le PEA, le compte titre ordinaire, potentiellement de PER, mais ça ne concerne pas l'assurance vie, dont les prélèvements sociaux restent à 17,20%. Donc c'est évidemment plutôt une mauvaise nouvelle, ça ne change pas fondamentalement l'attrait d'investir sur les marchés, mais il n'y a rien à faire, c'est un point en plus à supporter, donc c'est négatif. Et ce qui est aussi négatif, je trouve personnellement, c'est qu'on fait des distinctions entre les différentes enveloppes, c'était déjà compliqué. Si en plus les prélèvements ne sont pas les mêmes entre les différentes enveloppes, ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette. Et clairement, on a une hausse de l'imposition sur l'investissement. On protège l'assurance vie et notamment le fonds euro, parce que beaucoup de gens utilisent l'assurance vie pour le fonds euro. Donc en fait, on pousse les Français à mettre leur argent en sécurité dans des fonds euros et on les désincite un petit peu à prendre du risque, à investir sur les marchés, à financer l'économie via des placements en actions. Donc, c'est discutable sur le fond et aussi, je vous le dis, cette différence de taxation entre les enveloppes qui est pour moi un mauvais signe et qui complexifie inutilement les choses. Dernier point, épargne record en Belgique. Petite réflexion, 302 milliards d'euros sont actuellement entreposés sur les comptes d'épargne en Belgique. Donc de nouveau, c'est de l'argent qui ne produit pas grand-chose. C'est de l'argent qui est à l'arrêt. Il est peut-être à l'arrêt pour des investissements, mais on se doute que c'est de l'argent, puisque cette somme augmente au fil du temps, qui est simplement parqué. Voilà, ça rapporte 1%, 1,5%, 2% par an. Pas plus, alors qu'on l'a vu en début de vidéo, les performances des actions sont excellentes. Et on l'a vu dans une vidéo récente, si vous mélangez des actions et des obligations, vous avez encore d'excellentes performances très largement supérieures à la performance des comptes d'épargne. Donc, réflexion aussi, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des sommes aussi importantes ? Est-ce que vous protégez votre argent de l'inflation en étant sur un compte d'épargne à 1,50 ? Ça se discute vraiment. L'inflation est aujourd'hui au-dessus de ça. Et il y a vraiment moyen de faire mieux en termes de performance. Donc, réflexion à nouveau, mettez votre argent au travail, protégez-le de l'inflation. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2026 du coup. Ciao.